Donald Trump qui donne des ultimatums à l'Iran. Il avoue avoir donné des armes au peuple iranien dans le but de renverser le régime. Et John Kerry qui dit que Netanyahou a influencé les États-Unis plusieurs fois pour attaquer l'Iran. Bienvenue sur Demain à la Une, votre rendez-vous d'informations claires et sans désinformation. Mais avant ça, pensez à vous abonner, aimer et n'hésitez pas à commenter pour partager votre avis. On commence avec Donald Trump qui dit avoir un plan, mais ne souhaite pas le dévoiler aux médias. Quelle est votre réaction si le peuple iranien à nouveau se soulève contre leur régime ? Écoutez, ils doivent se soulever contre leur régime. Mais on leur a dit que s'ils se soulevaient, on allait leur tirer dessus. Vous voyez ce qui est arrivé à ce jeune lutteur, par exemple, qui était d'ailleurs destiné à de grandes choses, et lui et un autre ami ont été pendus, tout simplement parce qu'ils voulaient accéder à la liberté, pourtant ils ont été exécutés violemment. On a à peu près 45 000 personnes, nous dit-on, qui ont été tuées parce qu'elles se sont soulevées. Donc, vous savez, quand les gens, on leur dit que s'ils sortent de chez eux pour manifester, ils sont tués, forcément, c'est compliqué. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, on intervient. On ne peut pas laisser l'Iran se doter de l'arme nucléaire. On a déjà un changement de régime. C'est un régime bien différent que les précédents. C'est des gens différents, des gens qui sont plus intelligents, plus malins et bien moins radicaux. Donc il y a déjà un changement de régime. Mais d'ailleurs, ce n'était pas notre objectif de changer le régime. Moi, mon point de vue était très simple. Au début, on m'a dit que j'avais pas de plan. Mais si, j'ai un plan, seulement j'ai pas envie de le partager avec tout le monde. Je vais pas dire, voilà, mon plan c'est d'attaquer à 9h47 du matin, puis ensuite on va faire ceci, puis cela. Non, ça ne se fait pas. J'ai un plan. Les gens qui sont ici sur scène avec moi connaissent ce plan-là. En tout cas, c'est très injuste de dire que j'ai pas de plan. Moi, on m'insulte depuis des années, j'ai l'habitude, j'en ai entendu des fake news. Mais vraiment, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine surtout pour les gens qui font un travail remarquable. John, Pete, le général. Vous savez, on a réfléchi beaucoup à tout cela, mais je ne peux pas vous révéler le plan, je ne peux pas dire ça à la presse. En tout cas, on est très heureux de la réussite de cette opération. On continue avec Donald Trump qui donne un ultimatum à l'Iran et commente ses déclarations controversées. Votre message sur la guerre a changé. Vous disiez que la guerre va se terminer, puis dire que vous allez bombarder l'Iran pour le ramener à l'âge de pierre. Alors, quelle est l'alternative? Je ne peux pas vous dire. Ça dépend ce qu'ils font. C'est un moment critique. Je dirais qu'ils ont jusqu'à demain, 8 heures du soir. Je leur ai donné une extension, ils nous ont demandé 7 jours de plus. J'ai dit, Steve, donne-leur 10 jours. 10 jours, et ça termine aujourd'hui. Alors je leur en ai donné 11 finalement. Je me suis dit que le lundi de Pâques, ce n'était pas un bon jour. Je veux bien me comporter. Et donc ils ont jusqu'à demain. On verra bien ce qui se produit. Je peux vous dire qu'ils négocient. On pense que c'est de bonne foi. Nous le verrons bien. Nous avons reçu l'aide de pays incroyables qui voudraient que ceci se termine car cela les touche. Beaucoup de pays sont affectés, mais nous leur donnons jusqu'à demain, 8 heures du soir, heure de New York. Et après ça, ils n'auront plus de pont, plus de centrales électriques. Ils vont revenir à l'âge de pierre, oui. Il continue sa conférence de presse en pointant les cibles à atteindre pour fragiliser le régime iranien. Quelles sont les cibles que vous envisagez, hôpitaux? Non, je ne peux pas vous le dire. Nous avons un plan, parce que nos forces armées sont puissantes. Tous les ponts du pays seront détruits à minuit demain. Chaque centrale sera mise hors service, détruite complètement d'ici à minuit demain en 4 heures seulement. En marge d'un événement, Donald Trump avoue ouvertement avoir envoyé des armes pour déclencher une guerre civile.
They were supposed to go to the people so they could fight back against these thugs. You know what happened? The people that they sent them to kept them because they said, what a beautiful gun, I think I'll keep it. So I'm very upset with a certain group of people and they're going to pay a big price for that. But the Iranian people will fight back as soon as they know they're not going to be shot and as soon as they can get weapons. On continue l'actualité avec John Kerry qui affirme que Netanyahou voulait que nous frappions l'Iran. Il est venu voir le président Obama et a présenté un dossier pour demander une frappe. Le président Obama a refusé. Le président Biden a refusé. Le président Bush a refusé. Le seul président qui a accepté cela, évidemment, c'est Donald Trump. The table from Prime Minister Netanyahu more than almost anyone else out there, and he and Israel are of course big factors here. There's been recent reporting, you probably saw in the New York Times, that Netanyahu was taken into the situation where he basically pitched Trump on attacking Iran. Were you ever part of any conversations like that? I know he's made that pitches to past administrations. Were you ever a part of that? And were you surprised that he was able to convince Trump to do this? Well, I was part of any number of conversations with Prime Minister Netanyahu, conversations that took place in other countries. But of him pitching the U.S. to strike Iran? Yes, he wanted us to strike. He came to President Obama. He made a presentation to ask to strike. President Obama refused. President Biden refused. President Bush refused. The only president who has agreed to this, obviously, is President Trump. Après avoir évoqué l'actualité internationale, passons maintenant à l'information essentielle en France avant de passer aux informations concernant le Maghreb. La France accélère son électrification pour réduire sa dépendance au gaz et au pétrole et renforcer sa souveraineté. Le soutien à l'électrification atteindra 10 milliards d'euros en 2030. Les tensions récentes au Moyen-Orient rappellent une réalité. Les crises internationales ont des conséquences directes sur la vie quotidienne des Français. 17 minutes de prise de parole, pendant laquelle le Premier ministre détaille ses nouvelles mesures. Sébastien Lecornu veut accélérer, dit-il, le processus d'électrification qui permettrait d'être moins dépendant des hydrocarbures importés. L'énergie n'est pas seulement un marché, c'est un enjeu de sécurité nationale, un rapport de force. Quand nous importons du pétrole ou du gaz, nous importons en même temps les crises des autres. Une flambée des prix à la pompe, inédite. Pour se parer des prochaines crises, le gouvernement entend développer le leasing social électrique, réservé en priorité aux gros rouleurs. Là encore, 50 000 véhicules électriques supplémentaires, en plus, vont ainsi être subventionnés dès 2026, notamment pour les aides à domicile, les aides-soignantes, les infirmières, les artisans et plus globalement tous les salariés ou agents publics de notre pays. Être moins dépendant aux énergies fossiles, en passant par la fin des chaudières à gaz à partir du 1er janvier 2027, elles seront interdites dans tous les logements neufs. Dans le même temps, toutes les aides publiques pour les particuliers accompagneront l'installation de pompes à chaleur pour remplacer les chaudières au gaz et au pétrole. Enfin, le chef du gouvernement veut doubler le soutien à l'électrification de la France et 10 milliards d'euros par an d'ici à 2030. On continue les actualités en passant sur l'essentiel des actualités au Maghreb. Commençons par le Maroc. 8,6 milliards de dollars d'investissements validés. Réunie le 2 avril 2026 à Rabat, la Commission nationale des investissements présidée par Aziz Akanouche a approuvé 44 projets totalisant 86,36 milliards de dirhams, soit 8,6 milliards de dollars, selon les données officielles du gouvernement. Ces projets, inscrits dans la charte de l'investissement entrée en vigueur en mars 2023, devraient générer 20 500 emplois. Le ministère de l'Investissement indique que les flux d'IDE ont atteint 56,1 milliards de dirhams, soit 5,6 milliards de dollars en 2025, confirmant l'attractivité du royaume. Ces investissements sont principalement dans l'automobile, l'aéronautique et les énergies renouvelables. Continuons avec la deuxième information concernant le Maroc. La réalisation de l'autoroute reliant Nador à Guersif progresse à un rythme soutenu. En effet, un des tronçons clés de ce chantier a atteint sa phase finale, alors qu'une autre tranche entre en phase de réalisation, marquant une étape décisive dans l'avancement global du projet. Ainsi, le taux de réalisation du troisième tronçon, situé entre la route nationale numéro 2 et la route nationale numéro 16, s'étendant sur 27 km, a dépassé les 80% de taux de réalisation. Le responsable met en avant la complexité technique de ce tronçon, qui comprend plusieurs ouvrages d'art, dont 3 structures majeures permettant le franchissement des oueds, ainsi que 19 ouvrages supplémentaires, entre passages supérieurs et inférieurs.
Les travaux sur ce segment comprennent également des aménagements structurants, notamment un important échangeur au niveau de la province de Driyouch et une gare de péage en fin de parcours. On enchaîne nos actualités. Après le Maroc, place à l'Algérie. Baladna, un méga-projet stratégique pour la filière laitière algérienne. Résultant d'un accord entre le ministère algérien de l'Agriculture et la société qatari Baladna et doté d'un investissement estimé à 3,5 milliards de dollars, le projet Baladna vise à établir une ferme laitière de grande envergure dans la région d'Adrar, au sud de l'Algérie. Implantée sur une superficie de 117 000 hectares, la ferme devrait comprendre 3 pôles principaux. Production de fourrage, élevage bovin, transformation laitière, usine de production de lait en poudre, avec une capacité annuelle estimée à 194 000 tonnes, couvrant environ 50% des besoins nationaux. Ce projet s'inspire de l'expérience de Baladna au Qatar, où l'entreprise a développé une ferme de 24 000 vaches dans des conditions climatiques similaires. Selon Algérie Press Service, la joint venture qui gérera le projet sera détenue à 49% par le Fonds national d'investissement et à 51% par la partie qatari. Au-delà de la production laitière, le projet Baladna vise plusieurs objectifs. Réduction des importations. En produisant localement une part significative du lait en poudre consommé, l'Algérie espère diminuer sa dépendance aux importations, qui représentent actuellement une charge importante pour la balance commerciale. Création d'emplois. Le projet devrait générer de nombreux emplois directs et indirects, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de la transformation et de la logistique. Développement régional. L'implantation de la ferme à Adrar contribuera au développement économique de cette région saharienne, en valorisant ses ressources naturelles et en améliorant les infrastructures locales. Transfert de technologie. La collaboration avec Baladna permettra l'introduction de technologies avancées en matière d'élevage, de gestion de l'eau et de production laitière, favorisant ainsi la modernisation du secteur agricole algérien. Le projet Baladna se distingue ainsi par son approche intégrée, combinant production agricole, élevage et transformation industrielle. On continue sur la coopération algéro-qatarienne. Nouvel hôpital algéro-qatari à Sidi Abdellah. Les travaux ont atteint un stade très avancé. Ce nouvel hôpital algéro-qatari allemand devrait accueillir plusieurs spécialités complexes et sensibles, à l'instar de la chirurgie de la déformation de la colonne vertébrale et certaines formes de cancer. L'hôpital intégrera aussi l'usage de techniques d'intelligence artificielle, IA, pour le diagnostic médical et la gestion des informations de santé, selon la même source. À l'entame de cette rencontre qui s'est déroulée au siège du ministère, en présence de l'ambassadeur de l'État du Qatar en Algérie et de cadres de l'administration centrale, les deux parties se sont félicitées du niveau des relations unissant l'Algérie et le Qatar, basées sur des fondements solides de fraternité et d'amitié, soulignant leur attachement commun à les renforcer à travers la concrétisation de projets d'investissement stratégiques, notamment dans le secteur de la santé. À cette occasion, Mohamed Sedi Kaïm Essaouden a passé en revue les principaux axes sur lesquels est fondé le système de santé en Algérie, soulignant l'importance dont jouit la santé de proximité à travers l'ensemble du territoire national, tout en accordant une attention particulière aux régions du Sud. Passons dès à présent à la Tunisie. La Tunisie et le Japon sont parvenus, ce vendredi, à un accord de principe concernant un accord d'investissement entre les deux pays, selon une annonce officielle publiée sur le site du ministère japonais des Affaires étrangères et relayée par l'ambassade du Japon en Tunisie. Cet accord d'investissement, dont les négociations officielles ont débuté en juin 2025, vise à renforcer la stabilité juridique des investissements. Il devrait favoriser les investissements réciproques entre les deux pays et contribuer au renforcement de leurs relations économiques, selon la page Facebook de l'ambassade du Japon en Tunisie. La même source a ajouté que la Tunisie et le Japon poursuivront les démarches nécessaires en vue de signer cet accord et de le mettre en vigueur dans les plus brefs délais. Deuxième information concernant la Tunisie. La marque de voiture tunisienne Chery franchit une nouvelle étape avec deux nouveautés, le SUV Tigo 7 FEV et le crossover Tigo 2 Pro Max. Chery Tunisie annonce l'arrivée de deux nouveaux modèles sur le segment des SUV et des crossovers, et ce afin de consolider sa position d'acteur incontournable du secteur automobile tunisien. Déjà reconnu pour ses performances, son design et son confort, le Tigo 7 s'est imposé comme une référence depuis son lancement. Fort de ce succès, ce modèle élargit aujourd'hui son offre avec une motorisation hybride rechargeable et un ensemble de nouvelles dotations, répondant ainsi à une demande croissante des automobilistes tunisiens en quête de solutions alliant économie de carburant, autonomie étendue et réduction des émissions. En mode 100% électrique, il offre une conduite fluide, silencieuse et sans émissions locales, parfaitement adaptée aux déplacements urbains du quotidien. En mode hybride, il déploie tout son potentiel en alliant puissance et grande autonomie, permettant d'envisager sereinement les longs trajets, sans dépendre des contraintes liées aux infrastructures de recharge.
Voilà pour l'essentiel de l'actualité aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. C'était Demain à la Une, votre chaîne sans polémique inutile, sans confusion, juste les faits. Pensez à vous abonner et à commenter pour ne rien rater des prochaines actualités. À très bientôt.